On ne peut pas perdre cette guerre-là parce que sinon on n'existera plus. C'est la raison pour laquelle vous avez une Florence Bergeau-Blaclair aujourd'hui à en parler, menacée de mort, et que personne ne veut en parler. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Et merci de nous soutenir sur Tipeee pour maintenir cette ligne éditoriale indépendante. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, une émission toute particulière parce que nous avons tout au fur et à mesure de certaines émissions où nous abordons des sujets chauds et d'actualité au Proche, Moyen-Orient, où on se rend compte qu'il y a en filigrane un dossier sur les frères musulmans. Oui, je crois que pour nos auditeurs, il faut bien dire que nous avons aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est en définitive assez particulier, puisque la première religion, la première religion, c'est la religion chrétienne, mais la deuxième religion pratiquée, c'est l'islam. Donc, c'est important. Bon, d'un autre côté, on voit bien que l'islam, c'est une multitude de facettes différentes, on va en parler, hein, et il y a des facettes qui sont particulièrement agressives, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'elles représentent une tendance, alors qu'on peut qualifier soit d'outrancière, soit de sectaire, enfin peu importe, mais on va en parler, parce que là on a la chance d'avoir une spécialiste reconnue, donc c'est l'occasion de le faire. On a donc des gens, les frères hein, et toute cette mouvance, qui derrière leur appréciation de l'islam sont en train de faire de l'entrisme dans tous les domaines. Et ça, on va en parler parce que ça concerne aussi bien l'économie que la culture, que la religion, bien entendu. Et donc, le problème, c'est que pour nos éditeurs, qu'il faut bien comprendre toutes les différences et ce qui se passe vraiment. Parce qu'il y a un mélange invraisemblable en France entre tout. Parce que les gens parlent sans savoir, hein, ou alors, lorsqu'ils sont experts, ils n'osent pas parler, pour d'autres raisons. Et donc, il est important, comme on l'a fait pour quantité de domaines depuis que nous faisons nos émissions, il est important de dire qu'est-ce que c'est vraiment. Alors, merci d'être venu. Alors là, on va parler de l'islam avec vous, et qui est une spécialiste de la France, en définitive, pour les frères. Et si vous le permettez, moi, de temps en temps, peut-être que je ferai quelques indirects sur les frères musulmans dans d'autres régions du monde. Alors, comment on peut définir les frères musulmans comment ils se positionnent dans le cadre même de l'islam, il faut bien le dire. Alors peut-être pour vos éditeurs, essayez de camper un peu le paysage. Alors, les musulmans, le nombre de musulmans en France déjà. Alors on ne le connaît pas exactement, puisque vous savez qu'on ne peut pas recenser la filiation religieuse, mais on estime qu'il y a environ 10% de personnes en France qui sont de confession musulmane ou qui se reconnaissent comme musulmans. 10%. Hein, donc c'est pas beaucoup, 10%. Mais évidemment, c'est mal réparti sur le territoire. Il y a des endroits où ce pourcentage est bien plus élevé, peut aller même jusqu'à une majorité, et il y a des pourcentages où effectivement on est proche de 1 ou 2%. Oui, absolument. Donc ce n'est pas réparti de façon homogène. Parmi donc cette population qui s'est installée progressivement, c'est ça qui est important parce que finalement elles ont des parcours migratoires ou immigratoires différents. Donc certains sont arrivés dans les années 60, un petit peu, puis après beaucoup plus dans les années 70 à la faveur du regroupement familial. Et puis ça a continué. On a aussi une population qui est évidemment mal estimée de clandestins, sous OQTF ou non, enfin de gens qui ne sont pas comptabilisés. Alors ça, on ne sait pas, ça peut faire peut-être 500 000 personnes de plus. À l'intérieur de ces 10%, il y a un certain nombre de personnes qui sont estimées à peu près à un tiers, qui effectivement ont une conception de la religion qui est intégraliste et littéraliste. C'est-à-dire ce sont on pourrait appeler des fondamentalistes. On voit que la tendance s'accroît, c'est-à-dire qu'au fil du temps, les indicateurs montrent que il y a de plus en plus de musulmans, et notamment ceux qui sont nés en France, qui se rapprochent d'une conception intégraliste de la religion. Au point qu'on arrive à des chiffres assez impressionnants, notamment chez les jeunes, puisqu'on estime que 57% des jeunes musulmans, c'est un sondage IFOP, pensent que les lois de la République sont moins importantes que la charia.
ou place la charia au-dessus donc des lois de la République. 57%, c'est beaucoup. C'est juste, j'interromps une seconde pour dire que quand on regarde, hein, en politique, c'est un peu la même chose. Quand on voit les jeunes sont toujours les extrémistes, hein, de droite ou de gauche. À 20 ans, on veut réformer le monde. À 30 ans, on veut réformer la société. Puis à 40, on est content si on se réforme soi-même. Voilà. Hein, donc, Et là, c'est un petit peu inversé, si vous voilà, voulez. donc C'est c'est un qu'on peu- a quand même des jeunes qui sont plus stricts à ce que vous avez dit. On peut l'inverser. C'est-à-dire Oui. que les jeunes sont plus libéraux. Et puis, Et quand puis ils vieillissent, si on est malin, on peut, enfin, on peut les faire évoluer. Parce que je vois aussi, alors par rapport à d'autres pays qui ont connu aussi alors là, je pense par exemple la Tunisie, même le Maroc, bon, l'Algérie, il y a eu cette évolution vers un durcissement, un retour de plus en plus fort au fondamentalisme. Et puis auquel on assiste depuis 5 ans, 5-10 ans, je vois au Maroc ou en Tunisie, c'est un reflux. C'est monté, et puis maintenant, il y en a moins. Hein. voilà. Mais évidemment, il faut bien prendre en considération le contexte. Il y a eu une vague générale, on peut dire, à partir de l'arrivée de Khomeini au pouvoir, 1979, les années 80, les mouvements islamistes dans le monde entier reprennent confiance. Et on va voir donc forcément leur idéologie et leur conception de la religion se déployer partout, y compris en Europe. Je dirais ce moment-là tombe à peu près au moment où naissent les enfants de l'immigration et où on abandonne le projet de retour. Donc, les jeunes vont être réislamisés, comme on dira à l'époque, par les frères musulmans. Ensuite, il va y avoir une vague salafiste, notamment venue d'Algérie, qui va enfoncer le clou. C'est-à-dire qu'on aura à la fois une tendance d'islam politique et en même temps un islamisme rigoriste, où on chasse le haram, c'est-à-dire l'interdit, Oui. et où on prône le halal. Ça va, disons, on va avoir deux populations parmi les fondamentalistes, des populations plutôt venues des quartiers pauvres, des quartiers populaires, donc encadrées par un salafisme qui veut les contenir, qui lutte un peu contre la drogue, mais enfin, ça se discute un peu, parce que parfois ils ont des liens avec les réseaux du narcotrafic, etc. Mais voilà, on a cette population, et puis on a une autre population qui va à l'université, qui a très bien travaillé à l'école, et qui, elle, va être prise en charge plutôt par les frères musulmans. C'est un peu les VIP des mouvements islamistes. Et eux, par contre, vont adopter des formes plus sournoises de prédication. La dawa, ils vont la faire aussi, mais pas à la façon des salafistes des banlieues. Ils vont la faire de façon plus raffinée par l'entrisme, vous avez parlé, l'infiltration, etc. Donc on a affaire à ces deux mouvements qui sont des mouvements, dans tous les cas, salafistes, c'est-à-dire de la salafia. C'est-à-dire que pour eux, ce qui compte, c'est le modèle prophétique et de ses compagnons. Ça reste quand même, et puis c'est aussi une lecture littéraliste de tous les textes musulmans. Oui, j'allais vous dire, c'est ça. On est dans le littéral, comme Voilà. vous l'avez dit d'ailleurs au début. On est dans le littéral, on n'interprète pas. Hein. On interprète le moins possible. Après, il y a une différence fondamentale entre ceux qu'on appelle les salafistes et les fréristes. C'est que les fréristes ont un projet de conquête du monde. D'islamisation en fait de la modernité, comme il disait. Et là, ils sont capables, eux, de suspendre un certain nombre d'obligations rituelles ou cultuelles, au prétexte que, stratégiquement, c'est plus intéressant de ne pas mettre le voile ou de ne pas manger halal à tel et tel moment pour que ne pas réveiller la bête occidentale qui pourrait tout d'un coup surgir. Essayer d'arriver beaucoup plus progressivement. C'est ça la différence. C'est ce qu'on appelle la taquilla. Alors, c'est ce que certains appellent la taquilla. Moi, je n'aime pas trop utiliser ces termes. En plus, ça appartient à la tradition chiite. Oui. C'est de la ruse. C'est l'art de la guerre. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que les frères musulmans nous mènent une guerre que nous n'avons pas encore vue. Ils ne nous ont pas déclaré la guerre, mais ils nous la mènent. Et ce qu'ils veulent faire, c'est nous défaire avant qu'on se soit aperçu
qu'on a été attaqué. C'est l'art de la guerre, hein, c'est Sun Tzu, il dit ça très bien. De mémoire, il dit la guerre la plus efficace, c'est celle qui défait l'adversaire avant de mener livrer bataille. Sans livrer bataille, exactement. Tout à fait. Et c'est ce que les frères sont en train de faire par des moyens de subversion, et c'est ce qui les différencie des djihadistes, des salafistes djihadistes, qui eux sont des révolutionnaires c'est des frères un peu trop pressés, si vous voulez. Il y a un mélange absolument général, alors que c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes approches. Comme vous l'avez dit, moi, c'est une bonne définition. Je reprends votre définition, je la garderai d'ailleurs. Hein, je veux dire que ce sont les djihadistes sont des révolutionnaires avec tout ce que ça comporte, alors que les fréristes, ils appliquent une stratégie méthodique de prise du pouvoir. C'est ça. On peut bien le dire. Certains diront il y a les révolutionnaires et les réformistes, oui, des classifications. Mais comme toujours. Hein. Mais c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que les frères sont capables d'utiliser la violence, mais de façon sporadique, juste pour installer la terreur. Ça n'est pas pour tuer, ça n'est pas pour détruire. C'est pour installer la terreur, pour nous défaire, en fait, hein, pour défaire l'Occident, enfin tous ceux qui les attaquent, pas que l'Occident d'ailleurs. Oui, mais alors, là, il y a un problème quand on évoque ça, c'est qu'on voit bien que les pires adversaires des fréristes, ce sont les pays du monde arabe. Hein, quand vous voyez les Saoudiens, les Émiratis, les Jordaniens, ils sont anti-frères. Les Égyptiens, n'en parlons pas. Il faut dire qu'ils ont tué Sadat, hein, donc les autres n'ont pas oublié. On a là les pays arabes sont, pour la plupart d'entre eux, alors je ne parle pas de la Turquie, hein, mais ils sont entre eux, ils sont anti-fréristes. Alors, comment on peut expliquer ça? D'un côté, dans le monde arabe, ils ont une opposition terrible, alors que chez nous, l'opposition, elle est beaucoup plus faible. Hein. Oui, parce qu'on ne lutte pas contre les frères musulmans pour les mêmes raisons. Nous, c'est parce nous sommes des démocraties sécularisées. Eux, c'est parce que les frères musulmans menacent la souveraineté de l'État. Donc, s'ils ne veulent pas être renversés par les frères musulmans ou les mouvements fréristes, il faut qu'ils les éliminent. Et eux, leur façon de faire, c'est d'interdire. Voilà. Mais c'est que pour ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté d'échapper au fondamentalisme. Voilà. Ce sont des pays fondamentalistes, hein, que ce soit l'Arabie Saoudite ou les Émirats. Donc, il faut faire attention. On a l'air de mener le même combat, ça n'est pas le même combat. Ils ne se battent pas pour les mêmes raisons que nous. C'est ça. Les fréristes là-bas, on se bat contre eux parce qu'ils veulent prendre le pouvoir, et que ça, c'est évidemment... Et ils l'ont essayé, on le disait en Égypte, en tuant Sadat. Oui, mais ça, c'est important de savoir. Ils ont essayé après, ils sont revenus avec Morsi. Quand même, après, il y a eu la période où l'Égypte a été contrôlée par les frères musulmans. Mais alors justement, ce que j'aurais retenu, moi, de cette époque, c'est que Morsi est arrivé au pouvoir, appuyé par les Américains, appuyé par beaucoup de monde. Et puis, au bout de 2 ans, c'est la population elle-même. Tous ont fait un référendum, mais alors incroyable, en disant on n'en veut plus, et ils les ont mis dehors pour remettre l'armée. Donc, leur système n'est pas si bon que ça. Ils n'étaient pas les plus forts. Et puis, en fait, les frères musulmans étaient rentrés dans le jeu politique. Donc, ils étaient visibles, ils avaient dévoilé un certain nombre de leurs stratégies, ils s'étaient réduits eux-mêmes. Dans le monde occidental, en Europe ou aux États-Unis, ils continuent d'être une confrérie secrète avec des modus operandi secrets qui sont très très efficaces dans nos sociétés de transparence. Donc, je pense qu'ils se sont perdus en fait à devenir un parti politique alors qu'ils ont un projet de conquête transnationale. Donc, c'était pas cohérent. Et je pense que c'est pour ça. Maintenant, les frères musulmans, qu'ils soient à Gaza, donc sous la forme du Hamas, ou en Égypte, sous la forme de Morsi, ou à Paris, sous la forme de l'UOIF musulman de France, ce sont les mêmes, mais avec les mêmes objectifs, la même stratégie, mais avec des tactiques très différentes qui dépendent du contexte. La confrérie, depuis toujours, a toujours été attentive au contexte, puisque l'objectif, c'est le califat. Donc, il y a des moyens pour y parvenir, il y a des étapes à franchir pour y parvenir, et on doit les adapter au contexte. On a le temps long, donc on n'est pas obligé de se précipiter comme le font les djihadistes. Donc, chaque chose en son temps. Un exemple, quand Nicolas Sarkozy a invité les frères musulmans à rentrer au CFCM, c'était à condition qu'ils restent relativement silencieux sur la loi sur le voile à l'école. Les frères musulmans ont toujours été pour le voile. Ce sont eux qui ont amené le voile. Évidemment. Et tout d'un coup, ils restent silencieux. Pourquoi est-ce qu'ils restent silencieux? Pour rentrer dans le Conseil français du culte musulman. Mais en même temps, à la tribune du Bourget, je me souviens très bien, que dit Amar Lasfar? Vous verrez,
vous verrez un jour les voiles refleurir dans les écoles de la République. Dans les écoles de la République. Et après, il dit « Vive la République, vive la République ». Et il n'y a jamais « Vive la France ». Tout ça, il faut l'entendre, en fait. C'est, pour le moment, calmez-vous. C'est pas encore le moment. Mais ne vous inquiétez Mais pas, on y viendra. On se prépare. On y viendra. Alors, est-ce que, je posais une question, là, ça me brûle les lèvres quand vous écoutant, mais vous dites, bon, le président de la République les a fait venir pour justement... Il était ministre de l'Intérieur à l'époque. Mais moi, c'est un ministre de l'Intérieur, il était à l'époque. Mais alors, il n'avait pas des conseillers comme vous pour dire, méfiez-vous quand même, il y a peut-être des intentions cachées? Je pense qu'il avait surtout les conseillers du Quai d'Orsay, qui étaient à l'époque plutôt des gens comme François Burgat. Peut-être aussi Gilles Kepel, à l'époque, n'était pas tout à fait sûr. Oui, il n'était pas comme aujourd'hui. Il n'était pas comme aujourd'hui. Il a évolué, hein, il a évolué, Gilles. Effectivement, il a évolué. Il a cru aussi, à un moment donné, comme Olivier Roy, que l'islam politique était en déshérence. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'ils avaient été... conseillés par des gens qui s'occupent du frérisme ou des frères musulmans dans les pays du Moyen-Orient et qu'ils ne connaissaient pas la confrérie ici. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas la connaître aussi? C'est qu'on en a très peur. C'est qu'on ne sait pas dans quelle mesure elle influence les musulmans. On espérait à l'époque que ça finirait par passer, que les enfants se séculariseraient. Or, ça n'est pas arrivé parce qu'ils étaient plus puissants qu'on ne l'avait vu. Je pense que les services de renseignement savaient tout ça, mais il y avait un certain nombre de... On ne les écoutait pas. On les écoutait pas. Et puis, il y avait déjà, je pense, un peu d'infiltration, et en particulier au bureau des cultes, avec un Bernard Godard, par exemple, Ouais. qui conseillait le ministère de l'Intérieur et qui était l'oreille et la voix des frères musulmans au bureau des cultes. Alors, je veux dire ça, il va pas être content. Mais vous savez, il n'y a pas qu'en France, vous savez mieux que moi, puisque vous êtes une experte, mais le printemps arabe a été conçu avec l'appui des Américains parce qu'ils ne voulaient pas des djihadistes et qu'ils se sont dit, les frères musulmans sont moins dangereux que les djihadistes, ils sont au milieu entre Absolument. nous et les Al-Qaïda, donc on va pousser les frères musulmans dans tous les pays arabes. Et ils l'ont fait. Alors on l'a vu avec Canada, ils l'ont eu en Tunisie, en Égypte, et ils ont même essayé en Syrie, on a vu, et c'est plus ça a déclenché une guerre. En donc fait, là, il y a un vrai problème. Ils l'ont fait dès la guerre froide. Exactement. Juste c'était dans leur après esprit. la Deuxième Guerre, c'était on va utiliser contre les Soviétiques. Mais oui, les frères, avec l'affaire de l'Afghanistan. Mais en fait, ils n'ont fait qu'obéir à la subversion des frères. C'est-à-dire que les frères, dès le départ, ont compris le jeu des Occidentaux et se sont dit, on va faire les idiots. C'est ça le temps long chez les frères, parce qu'on répète le temps long, le temps long. Mais en fait, c'est ça, on va suspendre nos exigences révolutionnaires pour le moment, on va attendre qu'ils soient prêts à cuire. Et chaque fois, on se laisse piéger par cette façon de faire, où ils vont nous expliquer qui sont les conseillers contre la radicalisation, pour former les jeunes, contre les problèmes des banlieues, etc. Et chaque fois, on se fait piéger. On les écoute et après, on est coincé. Et là, on commence à être vraiment très atteint dans notre société et très atteinte dans plusieurs domaines. J'avais une question en parallèle. Est-ce que vous pensez que le frérisme a quelque part remplacé ce que faisait le Parti communiste il y a 40 ans ou 50 ans dans les banlieues rouges, par exemple, où le Parti communiste avait des activités sociales, culturelles, Oui. et il y avait un ciment auprès de ces populations. Oui, que s'en soit inspiré, ça me semble... Et on a le sentiment que là où le Parti communiste s'est retiré, un peu comme la marée, les activistes ou les fréristes ont un peu pris la place, parce que c'est humain, je veux dire, on a besoin de Oui, mais ils ont cohésion. dégagé la place aussi. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas juste sur du vide. D'accord. Ils ont aidé à vider. Ah, C'est ils ont aidé à vider. ça la subversion, oui. Mais alors, il joue aussi sur un autre aspect, c'est le halal, l'économique. Donc là, il y a tout un champ dans lequel, sans que peu de gens s'en rendent compte, tout est en train de basculer. Ce qui m'a amené à comprendre, prétendre comprendre un peu le système frériste, c'est précisément mes travaux sur le marché halal. Et si j'ai travaillé sur le marché halal, c'est parce que assez rapidement, quand j'ai commencé à travailler, donc il y a 30 ans, sur une mosquée qui était près de chez moi à Bordeaux, que je me suis aperçue que c'était une mosquée frériste, à peu près au bout d'un an, ils m'ont éjecté, comme on dit, du terrain anthropologique que j'avais mené. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient faire de moi, au départ, quelqu'un qui allait porter leur parole. Soit éventuellement me recruter, si j'avais accepté, mais quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient ni à me convertir à l'islam,
ni à me recruter. Ils m'ont dégagé, on peut dire, du terrain en faisant courir le bruit que je travaillais pour la police, que j'étais islamophobe, etc. Et ça a été immédiat. Ce qui veut dire aussi que ceux qui ne sont pas virés du terrain, il faudrait quand même s'interroger sur ce qu'ils ont soit pas compris, soit sur ce qu'ils ont compris et ce qu'ils sont en train de faire au passage. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser au marché halal et je me suis aperçue au bout de plusieurs années, parce que c'était beaucoup plus facile de rentrer parce que vous aviez des chevillards, des abattoirs, tous ces gens-là me laissaient très facilement travailler sur le terrain. Et je crois que j'ai fait tous les abattoirs de la région sud-ouest, poser des questions, etc. Et je me suis assez rapidement aperçue qu'il n'y avait pas de rituel d'abattage. Qu'en fait, aucun de ces musulmans qui étaient supposés avoir un rite, etc., très, très codifié, être des personnages religieux, en tout cas, c'était présenté comme ça, en fait, étaient de simples ouvriers qui s'appelaient Mohamed ou Ahmed et qui venaient et qui faisaient la chaîne, je dirais, conventionnelle, et puis après, ils passaient sur la chaîne d'abattage religieux, ils faisaient rien, sinon que la chaîne suspendait l'opération d'étourdissement. C'est ça, c'est quand il s'agit. l'étourdissement. Voilà. La seule différence entre ce fameux rituel halal qu'on me présentait comme une chose religieuse, c'était simplement un abattage conventionnel, mais sans l'étourdissement. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, il faut savoir que dans le halal, on doit tuer un animal qui est vivant, totalement vivant. Alors ça, c'est vrai dans tout. C'est tout. C'est partout. Nous aussi. Oui. C'est-à-dire là, vraiment, ce sont des mesures vétérinaires. C'est très simple. Mais par contre, dans le système chez nous, normalement, on endort d'une manière ou d'une autre. On étourdit, on endort l'animal de manière à ce qu'il ne sente pas voilà. ce qu'on fait sur lui. Et qu'ils ne se débattent pas. Il y a deux raisons. Voilà. Voilà, ouais. Un, il n'y avait pas de sacrifice, puisque c'était des gens qui n'avaient pas de diplôme religieux, de formation religieuse. Ils venaient simplement tuer, comme ils le faisaient au pays, c'est-à-dire avec un couteau sur la gorge. Ouais. Voilà. Et quand je regardais la façon de faire qui était à l'époque donc dans le sud-ouest de l'abattage conventionnel, c'était un couteau et un personnage. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune différence. D'ailleurs, c'était le même souvent qui faisait les deux. Ouais. Sauf qu'il y avait un moment où quand l'animal arrive dans le couloir d'amener, on lui met, alors si c'est des ovins, on lui met une pince électrique, donc il rentre en fait c'est une sorte qu'on appelle ça, de crise d'épilepsie. Donc il est complètement inconscient et immobile. Et là, à ce moment-là, on tranche la gorge. C'est ça. Dans le cas de l'abattage halal, on le pendait directement vivant et puis de la même manière, il était égorgé. Donc il n'y avait pas cette opération d'insensibilisation. Donc ça veut dire qu'il fallait le coincer. Alors c'était plus ou moins respecté parce qu'il y a des mesures vétérinaires pour respecter ça. Bref, il y avait un cas où l'animal n'était pas étourdi et un cas où il était. Mais c'était la seule différence. Alors une question, puisque puisque vous avez travaillé là-dessus, je pense que vous êtes une des rares personnes qui pouvez nous répondre. Selon les lois françaises, il est strictement interdit de tuer un animal sans l'avoir étourdi. Alors oui. Et d'ailleurs, il est strictement interdit de tuer un animal mort. Oui. Dans tous les cas, que ce soit religieux ou pas, que ce soit cachère, halal ou conventionnel, dans tous les cas, et c'est toujours par exsanguination qu'on tue un animal. Donc l'opération d'étourdissement ou d'assommage, comme on disait à l'époque, ça ne vise pas à tuer l'animal, ça vise juste à l'immobiliser et à l'insensibiliser. Et l'insensibiliser quand même. Voilà, c'est ça. Ce sont les deux, et ça c'est une obligation. C'est devenu obligatoire à partir du moment où on a pris en compte le bien-être animal. Oui. Et pourtant, là, toutes nos associations qui défendent avec énergie le respect de toutes ces règles-là, par contre, tout le monde s'en fout, là, en ce qui concerne l'animal. L'OABA, l'organisation des bêtes d'abattage, de protection des bêtes d'abattage, a été, avec Brigitte Bardot d'ailleurs, très tôt, dès les années 60, s'est érigée contre cette dérogation qui a été donnée d'abord au culte des Israélites et ensuite au culte musulman. C'est ça, parce qu'il y a aussi les Israélites qui ont la même pratique. C'est eux en premier qui ont demandé la dérogation. C'est pas la même pratique, non. C'est pas exactement la même pratique. Et puis, le sacrificateur, effectivement, a une formation religieuse. Il y a des contrôles sur l'animal, etc. C'est un petit peu plus compliqué. Oui, j'allais vous dire, les rabbins viennent pour contrôler. Et puis, c'est ils viennent tout contrôler. C'est l'industrialisation d'un rite issu qui est plus que centenaire. Donc, c'est une tradition, c'est un petit peu plus compliqué. Mais enfin, c'est toujours pareil, on n'étourdit pas l'animal, alors que c'est la loi française. Absolument. Et donc,
Ça, c'est dû à une dérogation, je crois, qu'avait mis en place Georges Pompidou, donc ça date, et contre laquelle l'OABA avait manifesté, notamment avec Brigitte Bardot. Pendant des années, l'OABA a manifesté contre, et manifeste toujours, contre cette dérogation, mais ça ne passe pas parce qu'il faut que ça passe à Bruxelles. Et à Bruxelles, tout le monde n'est pas d'accord, il y a des intérêts, et en particulier la France a été un pays qui s'est opposé à la suppression de cette dérogation. C'est-à-dire donc la France est carrément a bien pris sûr. parti. Les acteurs économiques, mais c'est intéressant. Les premiers qui effectivement se sont opposés à toute annulation de cette dérogation, c'était les industriels français. Notamment les industriels de l'abattage, parce qu'ils ne voulaient pas tout simplement qu'on aille acheter en Belgique ou aux Pays-Bas la viande issue la viande halal ou la viande cachère, mais surtout la viande halal. Vous avez un certain nombre de tonnages, et surtout pour les ovins, de viande halal qui va dans les circuits de distribution classiques, c'est-à-dire Carrefour, Auchan, etc. Donc vous ne savez pas effectivement que vous mangez halal. Il n'y a pas marqué sur le produit. D'accord. Et ça a été aussi une bataille menée au niveau à Bruxelles, justement toujours par l'OABA et d'autres organisations qui sont non françaises, enfin d'autres organisations européennes, pour que la viande issue de l'abattage rituel, ou en tout cas l'abattage sans étourdissement, soit étiquetée comme telle. Et ils n'ont jamais, à ma connaissance, réussi. Alors sur le tonnage, sur la proportion, on n'en sait rien. Parce que précisément, on ne veut pas le compter. Parce que si vous commencez à compter quelque chose, vous prenez conscience du problème, et à ce moment-là, il faut trouver des solutions. Oui. Donc c'est comme les statistiques, comme on parlait des statistiques religieuses ou autres, on ne veut pas le faire, comme ça on ne sait pas. C'est ça. C'est tellement plus facile. Là, on a parlé de la viande halal, mais aujourd'hui, ça englobe quoi le marché halal? C'est que de l'alimentaire ou on va dans d'autres domaines de consommation? Alors, quand on regarde l'histoire du marché halal, que j'ai reconstitué dans un livre qui s'appelle « Le marché halal ou l'invention d'une tradition », ça a d'abord été la viande. Et alors, au début, ça vient d'où? On est à peu près dans les années 70, et les pays musulmans s'ouvrent à l'importation de viande. Au début, ils regardent les choses, ils regardent s'il n'y a pas de viande de porc, et puis ils prennent la viande des gens du livre. C'est le verset 5 de la sourate 5 qui dit aux musulmans qu'ils peuvent manger la viande produite par les gens du livre. Donc ils laissent passer les carcasses. Jusqu'à 1979, où l'Iran devient l'Iran de la révolution islamique. Et là, Khomeini décide que toute cette viande venue des pays occidentaux est impure. Elle est sale, elle est impure, faut surtout pas, elle devient toxique quasiment. Évidemment, c'est pour affirmer bien sûr, son... bien sûr, ouais. Et à ce moment-là, à Téhéran, ça grogne un peu parce qu'ils n'ont plus de viande. Donc, il va trouver un moyen, c'est-à-dire d'envoyer ses représentants dans les différents abattoirs en France et ailleurs d'où on importe cette viande. Et évidemment, ils n'ont pas de process. Ils sont dans un abattoir moderne, industriel, etc. Donc, ils inventent en fait un protocole d'abattage qui soit halal. Et c'est là que naît en fait le halal. Et comment ils ont fait? Ils ont regardé ce que faisaient les chorettes, c'est-à-dire la shrita. Ils ont donc simplifié la chose, on ne fait pas de contrôle, etc. Et puis voilà, donc c'était juste un truc sans étourdissement. Qui produisait de la viande halal. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est à peu près dans les années 2000, une directive du Codex Alimentarius, une directive halal du Codex Alimentarius, qui avait été demandée par des pays musulmans, notamment la Malaisie, qui exige que tous les produits labellisés halal respectent un certain nombre de conditions, et notamment de ne pas provenir d'animaux non rituellement abattus, de ne pas contenir d'alcool, de ne pas contenir de substances porcines. Et en fait, dans l'alimentation, avec tous les additifs, etc., vous en avez, mais partout. Ce qui fait que le lait, le bonbon, etc., peuvent devenir halal. À partir du moment où vous aramisez, c'est-à-dire vous interdisez une substance, eh bien, vous voyez en naître un équivalent halal. Et c'est comme ça qu'on a créé un marché halal qui, aujourd'hui, dépasse la viande, même le cadre alimentaire, qui va jusqu'aux cosmétiques, jusqu'aux médicaments, tout ce qui peut être incorporé, même pas ingéré, incorporé, à ce moment-là, peut avoir sa version halal, y compris l'eau. L'eau halal, c'est une eau qui a été embouteillée dans un espace indemne de toute substance haram. Et donc ça ne finit jamais. Si vous ajoutez...
halal. Donc, du coup, ou il y un a des certain- certificateurs qui vous disent, moi, je vais vous certifier. Et comme c'est un marché libre et concurrentiel, vous avez des tas de certificateurs qui arrivent partout et qui commencent à... Alors évidemment, si vous avez une mosquée, par exemple, la grande mosquée de Paris, qui avait le monopole de la sacrification, c'est pas pareil que la certification, a profité de ce monopole d'État avec 2 autres mosquées, qu'il partageait avec 2 autres mosquées, mosquée de Lyon, mosquée d'Évry, pour dire, nous aussi, on s'est certifié. Et donc, ça lui donne un avantage concurrentiel. Mais sinon, moi, si je veux faire du halal demain, je propose ma certification. C'est pas sûr qu'on me l'achète, hein, par contre. Mais... Oui, la vôtre, peut-être pas, effectivement. Alain posait la question sur la quantité en tonnage, mais est-ce qu'on connaît le chiffre d'affaires On a une du idée, marché oui. halal? Et non, parce que là, on est dans... Ben oui, parce que, alors, sur la viande, on devrait pouvoir le connaître. Officiellement Moi, halal. Non, voilà, on peut pas. il n'y a pas d'officiellement halal, puisque Eh c'est oui, pas... vous l'avez dit, oui. Voilà. D'accord. Il n'y a pas d'officiellement. Par contre, il y a de l'officiellement non étourdi. Ça, on pourrait le savoir, mais il faudrait que les vétérinaires... Moi, j'ai jamais réussi à obtenir les chiffres. Et je me souviens, j'avais travaillé dans le cadre d'un projet européen avec des vétérinaires, des autorités, etc. On n'est jamais arrivé à obtenir les chiffres. C'est assez opaque. Quant à tout ce qui n'est non-viande, alors ça, c'est impossible de le savoir parce que c'est un arrangement, en fait, entre un vendeur et un acheteur. Je vends ma certification, vous me l'achetez, c'est entre nous. Je n'ai pas à le déclarer à l'État. Donc, il n'y a pas une norme. C'est pas, Donc, il n'y a pas normé. C'est pas normé. D'accord. Comment c'est organisé, les frères musulmans? Parce que là Alors, aussi, c'est par rapport à... Je vais quand même faire une transition Oui. du halal aux frères. Mais En fait, allez-y, justement. à partir de là, donc, vous avez vu, tout ce qui se vend sur le marché peut être halal. Oui. Donc, la finance aussi, on va oui. exiger une finance halal pour acheter ces produits halal. Et vous arrivez à fermer un cercle que moi j'appelle l'espace normatif. C'est-à-dire, le halal, c'est pas juste manger un bout de viande, c'est vivre dans le halal. C'est le halal way of life. Et c'est vraiment comme ça qu'ils l'ont vendu. Hein. Et ça vient de Maududi. Et Maududi, c'est avec Kardawi, les 2 pères, on peut dire, du frérisme occidental. C'est-à-dire qui agit en Occident, qui n'est pas occidental, mais qui agit en Occident. C'est la confrérie qui naît qui naît en 1928, 4 ans après la chute du califat, qui se déploie ensuite à travers les continents, avec beaucoup de problèmes, pourchassés dans différents pays musulmans, et qui s'installe en Europe et aux États-Unis. Formidable, liberté de réunion, liberté de parole, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Donc ils restent là et ils se donnent pour mission d'islamiser les jeunes musulmans et faire en sorte qu'ils ne s'assimilent jamais. Ça, c'est très important. Ils ont même un programme qui est tout à fait dévoilé, qui est signé par l'ICESCO, qui est à l'Organisation de la coopération islamique, ce que l'UNESCO est à l'ONU. C'est le bras de l'éducation et de la culture. Et ce document que tout le monde peut lire sur Internet vous explique exactement ce que les frères ont fait aux jeunes musulmans. Et pourquoi, aujourd'hui, on en est là, dans cette impossibilité d'assimiler cette partie de la population, dont je vous rappelais les chiffres tout à l'heure, qui pensent que la charia... Tout ça, c'est un programme qui est pensé, on peut dire, dans les années 70-80 par Youssef El-Kardawi, par Maududi dans la partie pakistanaise. Et ces 2 écoles, en fait, se rencontrent grâce à qui? Grâce au père de Tariq Ramadan, Saïd Ramadan, qui à ce moment-là pilote l'Institut de Genève, l'Institut islamique de Genève, aidé par la CIA. Donc c'est formidable. C'est-à-dire que, alors quand je dis aider, ça ne veut pas dire que la CIA les a programmés, les a fabriqués. Ça, c'est n'importe quoi. C'est simplement, comme je disais tout à l'heure, la capacité des frères à être instrumentalisés. Exactement. Et en fait à instrumentaliser celui qui prétend le faire. Ils ont remarquablement bien joué, puisqu'ils ont convaincu les Américains, la CIA, le gouvernement américain, ils les ont convaincus qu'ils étaient des musulmans raisonnables et rationnels et qu'en conséquence, c'est eux qu'il fallait mettre en place dans les pays musulmans. C'est un résultat magnifique. C'est un résultat, ils ont été très forts et en plus, ça continue. C'est-à-dire que maintenant, si vous continuez à parler des islamistes, on vous dit oui, mais c'est une fabrication des États-Unis. Donc en fait, oui, alors ça discrédite même l'analyse. Donc c'est pas ça du tout. C'est remarquablement intelligent. Est-ce que vous pensez que les frères musulmans sont en train de monter en puissance ou est-ce qu'ils sont forts dans certains pays comme la France, alors qu'ailleurs, il y a des fois où c'est très difficile pour eux. Alors, en dehors des pays arabes, donc vous avez dit tout à l'heure, vous avez rappelé que le problème n'était pas du tout le même, puisqu'on n'en veut pas, alors risque qu'ils prennent le pouvoir. Donc ça, c'est autre chose. Mais dans les pays où la problématique est différente.
En fait, ils sont arrivés simultanément dans plusieurs pays européens. Je vous ai parlé de Genève, donc c'est la Suisse, en Grande-Bretagne, en Allemagne, ça a été un point En très Allemagne fort. aussi, Hein, ils ont un ils gros se problème sont, aussi, oui. avec les frères musulmans plutôt syriens, ils se sont installés à peu près au même moment. Alors après, il y a des points plus ou moins influents. La France est un pays influent, le Royaume-Uni, mais la Suède aussi. C'est un pays Oui, la très Suède est influent. un pays influent Du aussi. point de vue des frères musulmans, Oui, oui. sont très influents. Alors on leur a laissé toute liberté, alors qu'en France, on était quand même un petit peu plus attentif. Parce qu'on a une histoire coloniale, hein, on a aussi un corpus de connaissances, hein, sur l'islam, donc ça nous a servi. Mais des pays comme la Suède ont été complètement dépassés. Le Danemark aussi a été vraiment touché fortement avec des attentats, etc. Donc, les frères musulmans sont arrivés et de toute façon, ils existent sans frontières. Très, très rapidement, ils ont mis au point des institutions et ils les ont copiées. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y en avait un qui trouvait un bon filon, Tout le monde le fait derrière. tout le oui. monde le faisait derrière. Et donc, on s'est retrouvés, malgré nos spécificités, nous, on a la laïcité, les pays du Nord ont l'État, un État fort, etc. Toutes ou même le modèle communautariste anglais, en fait, les frères se sont adaptés à toutes ces réalités très différentes. Et finalement, on se retrouve tous avec le même problème. C'est-à-dire une population qui ne veut pas s'assimiler et qui maintenant agit toujours à l'intérieur de la loi, du cadre ça. légal. Et oui, et c'est ça où c- c'est très fort. voilà. C'est Et sa méthode, on reste. c'est, et je crois que le mot-clé, sa méthode, c'est la subversion. Ils font un peu comme le KGB a essayé de le faire avec les sociétés à l'époque, occidentales, oui. c'est-à-dire, et ça, Yuri Bezmenov le décrit très bien, ce processus de subversion, c'est-à-dire qu'on va d'abord démoraliser, ringardiser, ridiculiser une société, la mettre sens dessus-dessous. Ensuite, on arrive à une période de révolutionnaire, enfin de crise, et ensuite le renversement, et ensuite la normalisation. Pour ça, ils n'ont pas fait de ça tout seuls, hein. Ils ont très rapidement compris que leurs alliés, c'était la gauche révolutionnaire, la gauche radicale, donc ils se sont alliés à eux. Et puis la gauche, évidemment, n'a rien vu. Enfin, au début, elle a vu quelque chose. Elle s'est dit, tiens, ils veulent nous instrumentaliser, on va être plus malin qu'eux. En fait, on va les instrumentaliser, croyant qu'ils seraient plus forts. Et en réalité, on le voit aujourd'hui, ils sont plus faibles. Donc en fait, ils sont devenus les instruments de la cause frériste. Puis après, il y a un troisième groupe, c'est ce qu'on appelle le wokisme, qui est à différencier, à mon avis, de la gauche radicale et qui est vraiment l'idiot utile Ça, c'est clair. voilà. Avec le déconstructionnisme et toute son influence à la faculté, notamment, hein, parce que les universités sont toujours les lieux par lesquels les frères musulmans rentrent. C'est la raison pour laquelle vous avez Florence Bergeau-Blaclair aujourd'hui à en parler, menacée de mort, et que personne ne veut en parler. Parce qu'il y a eu un travail pendant 40 ans sur les universités pour que quelque chose comme ça ne sorte jamais. Alors, une question, on arrive un peu à la fin de notre émission. On avait une dernière question. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des solutions ou pas? On est obligé. En fait, on ne peut pas perdre cette guerre-là parce que sinon Ouais. on devient autre. Enfin, on s'altérise, on n'existera plus. Donc, on n'a pas le choix que de trouver des solutions. Vis-à-vis d'un système intelligent et de subversion, à mon avis, il n'y a que l'éducation et l'information, mais à grande échelle. Et puis surtout, en faire un problème d'unité. Enfin, c'est l'unité nationale, hein, contre ce phénomène-là. Ça ne peut pas être un objet politique. Il faut arrêter de jouer avec l'islam, vraiment. Et à tous les élus, je le dis, que vous soyez de droite ou de gauche, arrêtez. C'est très dangereux. Le jeu que vous jouez est extrêmement dangereux. Vous pouvez perdre une élection, c'est pas si grave, mais là, vous perdez la France. Je crois que c'est une magnifique conclusion. Parce que, alors là, vous venez de résumer en quelques mots, hein, le problème pour le futur, parce qu'effectivement, on ne peut pas laisser faire ça. Et c'est vrai que le rôle du politique est essentiel dans cette affaire, parce qu'il faut qu'il prenne des décisions et qu'il ait le courage de s'y tenir. Parce que, comme vous l'avez rappelé, les pressions sont multiples, le système est très bien organisé. Et c'est vrai que si on ne réagit pas, la situation va devenir de plus en plus difficile à régler. Donc ça ne peut que s'aggraver. C'est un problème très complexe. Et comme toujours, quand quelqu'un le connaît très bien, il est capable de l'expliquer clairement. Donc grâce à vous, je pense que beaucoup de gens ce soir comprendront mieux ce que c'est que les frères musulmans et par rapport au reste de l'islam, comment ça fonctionne, les objectifs, les méthodes, et je crois une nécessité, c'est que dans un pays démocratique et républicain, laïque comme la France, il faut évidemment
lutter contre cette évolution qui est extrêmement dangereuse parce qu'elle nous amènerait à renier tout ce qui sont nos valeurs. J'ai fondé le Centre européen de recherche et d'information Oui. sur le frérisme, qui justement a pour objectif de bien cerner le phénomène et d'essayer d'armer les citoyens intellectuellement. Et voilà, donc il vient de naître, on a besoin d'adhérents, on a besoin de soutien. Oui. On a besoin de soutien. Ah ben, espérons qu'avec des émissions comme celle-là, vous allez pouvoir avoir des gens qui vont vous soutenir parce qu'il y en a besoin. Merci, vous nous avez bien éclairé, on a compris beaucoup de choses. Et il faut quand même savoir donc que Madame est une anthropologue. Personne n'est parfait. C'est une femme très courageuse et c'est vrai que souvent les femmes sont peut-être plus courageuses que les hommes parfois. Et pas parfois, c'est souvent. Souvent. Et donc bravo pour tout ce que vous faites. Est-ce que vous défendez, nous ouvrir parce que les c'est yeux et ce que important. vous défendez. Et là vraiment, je pense qu'on va avoir beaucoup de commentaires et nous vous écouterons comme toujours. Merci et à bientôt sur Open Box TV.